Bonjour et bienvenue dans ce Questions aux experts, aujourd'hui consacré au cancer digestif. Pour aborder ce sujet, je suis avec le docteur Jean-Baptiste Bachet. Bonjour docteur Bachet. Bonjour. Docteur Bachet, vous êtes oncologue digestif à la Pitié-Salpêtrière. Est-ce que vous pourriez commencer par nous dire ce que ça englobe, le terme cancer digestif ? Alors, les cancers digestifs, en fait, représentent tous les cancers qui peuvent survenir au sein du tractus digestif, donc qui commence au niveau de l'œsophage et qui se termine au niveau de l'anus, qui comporte l'œsophage, l'estomac, le duodénum, l'intestin grêle, le côlon, le rectum, puis l'anus. Et donc on peut avoir des cancers qui touchent ces différentes zones, mais également tous les organes qui sont liés au tube digestif, et donc le pancréas, le foie, la vésicule biliaire. Et donc on peut avoir des cancers qui touchent ces différents organes également. Alors, je vous propose qu'on s'intéresse à quelques-uns de ces organes, en particulier l'estomac et le rectum. Et donc, on commence avec l'estomac. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'incidence et des facteurs de risque pour ce cancer ? Alors, le cancer d'estomac, c'est un des cancers les plus fréquents au niveau mondial. Il a plusieurs particularités. Alors, tout d'abord, en France et dans les pays occidentaux, l'incidence a diminué ces dernières années. Et donc, on avait environ 8500 cas par an en France dans les années 80. Et on est aujourd'hui aux alentours de 6500 cas par an. Donc, il y a une réduction du risque. Et en fait, cette réduction du risque s'explique de manière épidémiologique par l'évolution des facteurs de risque. En fait, historiquement, on a une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori, qui est une bactérie qui est un carcinogène, qui peut entraîner des cancers de l'estomac. Et en fait, la présence de cette bactérie dans l'estomac est totalement liée finalement au mode de vie et à l'évolution de l'hygiène. Et donc, l'amélioration des conditions d'hygiène en France et dans les pays occidentaux a fait qu'on est moins porteur de cette bactérie, d'Helicobacter pylori, et que du coup, on a moins de cancers de l'estomac liés à cette bactérie. Et ça donnait surtout des cancers de l'estomac qu'on appelle un peu distaux, c'est-à-dire qui touchent la partie distale, l'antre et le corps de l'estomac. Donc ça, c'est la diminution finalement de l'incidence. Et en parallèle, on a une augmentation d'un autre type de cancer de l'estomac, et qui est lié cette fois-ci également à des modifications du mode de vie, notamment au surpoids, à l'obésité, qui va favoriser la survenue de reflux gastro-œsophagien. Et donc ces reflux gastro-œsophagiens, dans le temps, peuvent entraîner des anomalies un petit peu, des irritations en fait, du bas œsophage et du cardia. Et donc on a une augmentation du cas des cancers dits proximaux qui vont toucher soit le bas œsophage, mais c'est des adénocarcinomes un peu comme l'estomac, soit le cardia. Et donc au fur et à mesure du temps, on voit bien que dans les pays occidentaux, notamment en France, on a une évolution de l'épidémiologie. Globalement, une diminution de l'incidence, mais c'est plus tout à fait les mêmes cancers de l'estomac. Enfin, la répartition de ces cancers de l'estomac évolue. Oui, donc c'est aussi un problème de santé publique. Alors, c'est un problème de santé publique. En France, ce n'est pas un des cancers digestifs les plus fréquents. Donc, en France, on n'a pas de politique de dépistage systématique pour les cancers de l'estomac, contrairement à ce qui peut être mis en place dans les pays asiatiques, notamment au Japon ou en Corée, où là, il y a des programmes de dépistage nationaux qui sont mis en place pour ces cancers. Et à côté de ces habitudes de vie, est-ce qu'il y a des causes génétiques pour ce cancer de l'estomac ? Alors, il y a de rares causes génétiques, dans 1 à 3% des cas, et on a principalement 2 syndromes génétiques qui sont responsables des cancers de l'estomac d'origine génétique. On a le syndrome de Lynch, qui est un syndrome qui va donner tout un spectre de cancers différents, et également des cancers colorectaux, mais des cancers de l'estomac. Et puis on a un syndrome tout à fait particulier qui s'appelle le syndrome des cancers gastriques diffus héréditaires, et qui est lié à une mutation d'un gène qui va favoriser la survenue de cancer à un âge jeune. Et donc c'est souvent des diagnostics qui sont faits sur des terrains particuliers. Est-ce qu'il y a un profil type de patient pour ce cancer ? Alors, il y a, comme pour tous les cancers digestifs, ce sont plutôt des cancers, entre guillemets, du patient d'un certain âge. Âgé, c'est tout relatif désormais, mais plutôt aux alentours de 60-70 ans, plutôt 70 ans même pour tous les cancers digestifs. Il n'y a pas de profil type en dehors des rares syndromes génétiques, où là, on va se retrouver avec des facteurs de risque très importants et des cancers qui peuvent survenir à un âge beaucoup plus jeune. Et qu'est-ce qu'on va commencer par avoir en termes de symptômes ? Comment on va arriver jusqu'au diagnostic ?
Alors, comme il n'y a pas de dépistage, effectivement, le diagnostic est plus souvent fait sur des symptômes. Donc, on peut avoir des symptômes qui sont liés à la présence de la tumeur primitive au niveau de l'estomac. Hein. Donc, ça va être soit des douleurs au niveau du creux épigastrique. On peut avoir des complications à type d'hémorragie, donc des saignements qui peuvent révéler la présence de ces tumeurs. On peut avoir, si les tumeurs sont assez hautes, des blocages, ce qu'on appelle des dysphagies, c'est-à-dire des difficultés finalement à faire descendre les aliments, une sensation de blocage avec potentiellement des régurgitations. Et puis sinon, on peut avoir des symptômes qui sont aspécifiques de la tumeur primitive, mais qui correspondent à l'évolution de la maladie, puisque malheureusement, le diagnostic est souvent fait à un stade avancé ou métastatique. Et donc à ce moment-là, on peut avoir de la fatigue, des douleurs un peu plus diffuses, une altération de l'état général qui vont amener à faire des examens et au diagnostic de cancer. Et une fois que ce diagnostic est posé, comment ça va se passer en termes de traitement? Alors, en termes de traitement, on différencie deux choses. Premièrement, les tumeurs qui sont localisées, dont l'objectif est la guérison. Et donc, pour les tumeurs localisées, actuellement, dès que la tumeur est pour une toute petite tumeur, on peut faire un traitement chirurgical ou endoscopique seul, mais c'est vraiment des tumeurs toutes petites. Dès que les tumeurs sont un peu grosses, il va y avoir un traitement préopératoire. Et donc, ça va reposer essentiellement en France sur de la chimiothérapie. 2 mois avant l'opération, on fait l'opération, puis on refait de la chimiothérapie. Ou alors, on peut faire de la radiochimiothérapie pour les tumeurs qui sont proximales assez hautes au niveau de l'œsophage ou du cardia. Le cardia étant la jonction entre l'œsophage et l'estomac. Où là, on peut faire de la radiochimiothérapie avant l'opération. Donc, dans tous les cas, un traitement avant l'opération, dès que la tumeur est un peu évoluée. Pour les tumeurs qui ne sont pas opérables d'emblée, qu'on dit localement avancées, pour lesquelles il y a des contre-indications à l'opération, ou pour les tumeurs qui sont métastatiques, le traitement repose sur de la chimiothérapie, en combinaison avec différents types de traitements. Et on a eu ces dernières années beaucoup de nouveaux traitements qui sont arrivés. On a notamment eu l'immunothérapie pour un sous-groupe des cancers de l'estomac, pour lequel on sait qu'ils vont mieux répondre à l'immunothérapie. Donc, ce n'est pas tous les cancers de l'estomac qui bénéficient de l'immunothérapie, mais un bon pourcentage en bénéficie. On associe cette immunothérapie à la chimiothérapie. Ou alors, on a d'autres types de traitements qui sont en cours de développement et qui sont des thérapies ciblées. Et pareil, qu'on va utiliser en association avec la chimiothérapie. La particularité, c'est qu'actuellement, on a différentes thérapies ciblées. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des protéines, des gènes qui sont un peu compliqués, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore une bonne vision des différents groupes d'altérations moléculaires. Et donc, on a des traitements qui arrivent pour chaque altération moléculaire, mais il y a sûrement un chevauchement entre ces altérations. Et donc, il va falloir voir à l'avenir si on peut associer ces thérapies ciblées en cas de double altération ou pas, ou alors savoir s'il vaut mieux commencer par une thérapie plutôt qu'une autre chez des patients qui ont les doubles altérations. Donc, beaucoup de travail en perspective, beaucoup de nouveaux traitements qui arrivent et de l'espoir pour nos patients. Bah, tant mieux alors. On passe maintenant au cancer du rectum. Et même question, où est-ce qu'on en est en termes d'incidence et de facteurs de risque? Alors, le cancer du rectum fait partie des cancers colorectaux. Donc, on a des statistiques sur les cancers colorectaux. C'est en gros 45 000 cas par an en France. C'est une incidence qui augmente un petit peu liée au vieillissement de la population. Les cancers du rectum représentant 1/3 des cancers colorectaux. Donc, on est aux alentours de 10-15 000 cas de cancer du rectum par an en France. Parmi les facteurs de risque, c'est essentiellement des cancers qui surviennent dans les pays occidentaux et qui sont en grande partie liés au mode de vie, c'est-à-dire à l'alimentation, à la sédentarité. Donc on a vu qu'il y a une augmentation comme ça au fur et à mesure des années. Et c'est aussi un cancer qui survient plutôt chez les patients âgés, puisque la médiane d'âge est supérieure à 70 ans. Oui. On est plutôt sur 72 ans pour les cancers colorectaux. Et pareil, est-ce que là aussi il y a des causes génétiques ? Alors, il y a des causes génétiques assez bien identifiées désormais. Donc, on a environ 5% des cancers colorectaux qui surviennent dans un contexte de cause génétique, de mutation germinale. Donc, on a les deux plus grands syndromes, sont le syndrome de Lynch, encore une fois, dont on a parlé pour le cancer de l'estomac, et la polypose adénomateuse familiale, qui est une autre anomalie génétique qui entraîne des cancers quasiment systématiques avant 40 ans. Et donc là, on peut avoir des familles avec des gens qui ont des cancers colorectaux très jeunes. Et il y a des dépistages spécifiques organisés pour les patients qui sont porteurs de ces mutations germinales, avec des coloscopies qui commencent à un âge jeune, voire des chirurgies recommandées de manière prophylactique avant la survenue de ces cancers. On a ensuite
en gros 15% des cancers colorectaux qui vont survenir dans un contexte d'antécédent familial ou personnel de cancer colorectal, mais pour lesquels on n'a pas identifié de cause génétique formelle. Et donc, chez les gens qui ont des antécédents familiaux ou personnels de cancer colorectal, le dépistage va reposer sur la coloscopie. Et donc, ils doivent faire des coloscopies régulièrement. Donc, il y a des recommandations de l'HAS sur le rythme des coloscopies, etc. Et donc, ils doivent faire des coloscopies pour regarder s'il y a des polypes, qui sont des petites anomalies qui peuvent amener au cancer. Et donc, le but, c'est de faire des diagnostics précoces de ces polypes, de les retirer pour éviter qu'il y ait des cancers qui surviennent, ou alors faire des diagnostics précoces de cancer pour pouvoir les guérir beaucoup plus facilement. Et donc ensuite, pour 80% des patients, les cancers colorectaux surviennent sans antécédents personnels, familiaux, sans cause génétique. Et pour la population qu'on définit à risque modéré, qui est la population entre 50 et 75 ans, on a un test de dépistage national qui s'appelle le test FIT, qui est la recherche de sang dans les selles, avec un mois de dépistage qui est Mars bleu. Et il faut impérativement que les patients réalisent ce test de dépistage, puisqu'actuellement en France, on est nettement insuffisant en termes de participation par rapport aux recommandations. On est à moins de 35% de participation depuis des années. Et c'est un vrai problème, puisque les recommandations sont au minimum de 45%, voire il faudrait qu'on atteigne 60% pour avoir un vrai impact sur la mortalité liée à ce cancer. Et pour l'instant, on est très loin de ça. Donc, il faut absolument qu'on sensibilise la population à participer à ce test de dépistage. Et donc, on fait ce test. Et si le test est positif, de recherche de sang dans les selles, il faut faire une coloscopie. Alors, vous nous avez dit que cette fois-ci, on avait plutôt des patients plus âgés. Est-ce qu'il y a cette fois-ci un profil type plus déterminé ? Il n'y a pas de profil type déterminé en dehors des facteurs génétiques donc de ces syndromes génétiques où on a des cancers qui peuvent survenir chez les patients très jeunes. Il y a les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les rectocolites hémorragiques et les maladies de Crohn qui sont aussi à risque de faire des cancers colorectaux et donc ces patients ont aussi des programmes de dépistage spécifiques. Mais sinon, il n'y a pas il n'y a pas de profil type du patient, ça peut survenir malheureusement chez n'importe qui. Et donc c'est pour ça qu'il est fondamental de participer au dépistage. C'est quand même le cancer digestif le plus fréquent et voilà, il est responsable d'un certain nombre de décès malheureusement par an en France. Et justement pour aller vers un dépistage, qu'est-ce qu'on va surveiller en termes de symptômes ? Alors le dépistage s'adresse à des gens qui n'ont pas de symptômes. D'accord. Donc, c'est des gens, en dehors des causes génétiques et des antécédents personnels ou familiaux, c'est des gens de 50 à 75 ans qui n'ont aucun symptôme. D'accord. Comme la mammographie chez la femme, elle n'a pas de symptômes, on fait une mammographie. Le but, c'est justement d'essayer de savoir chez qui il faut faire une coloscopie pour trouver ces polypes et faire ces diagnostics précoces de cancer. Les symptômes qui peuvent survenir chez les patients qui ont un cancer du côlon ou du rectum sont essentiellement liés à la tumeur primitive. Donc c'est du sang, des saignements avec du sang au niveau des selles. C'est des modifications du transit intestinal. Alors on peut avoir soit des diarrhées, soit des constipations. On peut également avoir des douleurs abdominales. Et tout ça, c'est les symptômes qui sont liés à la tumeur primitive. Encore une fois, on peut avoir de temps en temps, alors moins pour les tumeurs du rectum, mais pour certains cancers du côlon, on peut avoir finalement des symptômes plus liés à l'évolution de la maladie et à des métastases, avec de l'altération de l'état général, des douleurs, etc., plutôt que liés à la tumeur primitive. Mais pour les cancers du rectum, la tumeur étant relativement bas située par rapport au tractus digestif, souvent on peut avoir des douleurs spécifiques au niveau du rectum, des sensations de faux besoins et des saignements qui doivent être des signaux d'alarme et amener à consulter rapidement pour faire une coloscopie diagnostique. Et du côté de ce cancer du rectum, on en est où côté traitement ? Alors, pour les cancers du rectum, les choses ont beaucoup changé depuis 2020, on va dire. Avant, le traitement reposait sur la chirurgie précédée d'une radiothérapie ou radiochimiothérapie. Et actuellement, le standard pour les tumeurs qu'on dit localement avancées, donc qui sont assez volumineuses avec plus ou moins des ganglions envahis localement, ça repose sur une chimiothérapie première. Donc on commence par 3 mois de chimiothérapie, puis on va faire une radiochimiothérapie, puis on va faire la chirurgie du rectum. Donc c'est une séquence thérapeutique qui est relativement longue, qui dure quasiment 6 mois, et se discute ensuite une chimiothérapie adjuvante ou pas, en fonction des résultats de l'analyse de la pièce opératoire. Donc ça, c'est le traitement désormais standard pour les tumeurs localement avancées du rectum. On a aussi dans des centres experts, et j'insiste bien sur la notion de centre expert, des
nouvelles modalités thérapeutiques qui se développent sur la possibilité éventuellement de ne pas opérer les cancers du rectum. Et donc ça repose sur de la radiochimiothérapie. Et en cas de réponse complète de la tumeur, il peut y avoir une discussion sur une stratégie attentiste finalement, où on va plus ou moins réséquer la cicatrice là où était la tumeur, ou alors juste faire une surveillance. Mais ça nécessite une expertise importante des médecins qui vont faire cette surveillance et qui vont pouvoir réagir au mieux si jamais la tumeur se remettait à repousser. Donc ça, c'est vraiment, il faut que ça soit fait dans des centres experts. Mais on voit que les choses ont changé ces dernières années, avec la place de la chimiothérapie avant la radiochimiothérapie, et puis des stratégies de conservation d'organes qui sont en cours de développement et qui sont maintenant validées, mais qui vont concerner des plus petites tumeurs du rectum. Des tumeurs qui font en général moins de 4 cm de diamètre. Et pour les tumeurs plus grosses, il faut impérativement aujourd'hui faire la chirurgie. Alors, de manière générale, pour ces cancers digestifs, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'accompagnement des familles ? Alors, l'accompagnement des familles, il y a beaucoup de choses qui sont faites en France, que ce soit par l'INCa, l'Institut national du cancer, avec beaucoup d'informations qui sont faites pour les patients. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites par la Ligue contre le cancer, qui met en place du soutien pour les patients également, et également de l'information. On a aussi beaucoup d'associations qui se sont créées. Alors, il y en a qui pour les syndromes de Lynch, donc on a des associations pour des syndromes génétiques, on a des associations pour des types de cancers particuliers. Et donc, il y a pas mal de choses qui sont faites, alors qui sont variables en fonction des régions, qui sont variables en fonction de son lieu d'habitation, du centre dans lequel on est pris en charge. Mais il y a quand même un environnement qui se développe pour la prise en charge des patients avec un cancer. Il y a beaucoup de choses qui se développent également maintenant pour l'après-cancer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait toute la séquence thérapeutique, et donc dès que les tumeurs sont localisées, le but c'est de guérir les patients, et ben après cette prise en charge, on a aussi tout un tas d'aides qui ont été mises en place sur l'après-cancer pour aider à vivre avec les potentielles conséquences, puisqu'il peut y avoir quelques séquelles quand même de ces différentes chirurgies, et puis pour la réinsertion professionnelle. Ce qui est également important, c'est l'activité physique. On a maintenant beaucoup de choses qui sont démontrées sur le fait que l'activité physique, de maintenir un bon état général, va aider à mieux tolérer les traitements. On aura moins de complications des traitements médicamenteux, moins de complications de la chirurgie, et puis également ça permet de renforcer le système immunitaire. Et donc l'activité physique, à tout moment de la prise en charge, est quelque chose qui est totalement recommandé, avec des choses qui sont également mises en place pour la favoriser pour nos patients. Merci beaucoup, Dr Bachet, pour ces réponses. De rien. Merci à vous pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur Pourquoi Docteur ?